Bonsoir bien-aimés, bienvenue à l'émission de ce soir, émission organisée par le département des femmes de la Citadelle. À la fin de l'émission du mois dernier, nous vous avions annoncé que le département des femmes était en préparation de ce programme autour du thème les finances. Chose promise, chose due. Ce n'était pas un poisson d'avril. Nous sommes là justement en ce mois d'avril pour parler des principes clés pour bien gérer nos finances. Mais avant d'aller dans le fond des choses, permettez-moi de vous saluer. Nous vous saluons chaleureusement. Nous voulons saluer nos frères et nos sœurs de la Citadelle qui nous suivent depuis le Canada. Mais nous voulons aussi saluer toute la grande famille virtuelle de la Citadelle qui nous suit de partout à travers le monde. Nous vous aimons et parce que nous vous aimons, nous venons vers vous ce soir avec un sujet qui nous l'espérons, va contribuer à notre bien-être. Parce que vous conviendrez avec moi que quand on n'arrive pas à faire une bonne gestion de nos finances, c'est source de problèmes, c'est source de division et parfois source de manque de sommeil. Et pourtant, quand on arrive à bien gérer, on est alors capable de dormir, comme on aime le dire, d'un sommeil du juste. Et donc, oui, ça contribue à notre bien-être, non seulement financier, non seulement économique, mais aussi et surtout à notre bien-être psychologique. Et à la Citadelle, nous nous soucions de notre bien-être mutuel. Et voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Avant d'aller plus loin, nous allons prier, nous allons recommander ce moment, cette rencontre sous la direction du Très-Haut. Prions ensemble. Père éternel, nous te bénissons car tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle. Toi, le maître des temps et des circonstances, nous te bénissons pour cette rencontre que tu as rendue possible. Tu veux nous parler, Seigneur. Parle, tes enfants écoutent. Tu veux édifier ton peuple, Seigneur. Et nous sommes là pour recevoir, Seigneur, tes orientations, tes conseils, tes directions pour pouvoir bien gérer nos finances et marcher dans ta volonté. Seigneur, nous te prions de prendre le contrôle de tout ce qui va être fait en ce lieu. Saint-Esprit, manifeste-toi, toi seul dirige parce que toi seul est capable de toucher et de transformer les cœurs. Nous t'invitons en ce lieu. Tu es voulu en ce lieu. Prends le plein contrôle et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, comme nous le disons, nous sommes là pour parler d'argent. Et puisqu'il s'agit d'argent, bien aimé, nous allons aller droit au but. Nous n'allons pas tergiverser. Le programme, il est relativement simple dans sa forme, mais il est riche de contenu parce que nous allons aborder le sujet de ce soir sous deux volets. D'abord, la sœur Francine va venir nous parler des comportements, les comportements de la femme face à l'utilisation de l'argent sous une lentille, je dirais, essentiellement biblique. Ensuite, nous allons enchaîner avec un volet beaucoup plus économique où nous allons justement découvrir les principes clés pour bien gérer nos finances. Et ça sera un moment riche de contenu, très instructif. Ne quittez pas, restez avec nous parce que pour le volet purement économique, le département des femmes de la Citadelle a invité deux experts qui vont venir éclairer notre lanterne. Ils vont venir répondre à nos questions, bien sûr, en utilisant un langage plus simple que nous comprenons et en utilisant des exemples de notre vie de tous les jours. Et nous allons commencer par des notions moins complexes parce que nous croyons qu'une fois que la base est bien posée, alors nous serons prêts pour les prochaines émissions de pouvoir aborder des notions beaucoup plus complexes. Donc aujourd'hui, on va y aller, on va vraiment décoller en douceur. Mais avant d'aller plus loin, on va prendre un chant d'adoration et nous allons revenir juste après ceci. Seigneur Dieu, nous te remercions pour le souffle de vie. Merci Seigneur Dieu parce que malgré les obstacles et les difficultés, tu as été notre refuge. Seigneur, ta grâce me suffit et tu es Dieu fidèle. Regardons ces murailles s'élevant contre moi. Je sais que ta grâce me suffit.
levant les yeux vers toi, présent dans ce combat, tu ne m'as jamais délaissé. Tes promesses sont vraies, tu es le Dieu fidèle, le Dieu fidèle. Dans le creux de tes mains, j'ai la ferme assurance que tu ne m'abandonnes pas. L'obscurité s'enfuit, ta parole s'accomplira. Mon aile chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Garde-moi près de ton cœur. Mon aile chantera tes louanges. Tes promesses sont vraies. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu fidèle. Dans le creux de tes mains, j'ai la ferme assurance que tu ne m'abandonnes pas. Tes promesses sont vraies, tu es le Dieu fidèle. Dans le creux de tes mains, j'ai la ferme assurance. Non, tu ne m'abandonnes pas. Non, tu ne m'abandonnes pas. Oh, oh, oh. Notre Dieu est tout-puissant. Non, tu ne m'abandonnes pas, Jésus. J'élève ton nom. Tu es Dieu. Tu déplaces les montagnes. Oui, je le sais. Tu le feras certainement. Tu es le Dieu des chemins sans issue. Oui, je le sais. Tu agis en ma faveur. Tu es Dieu. Tu déplaces les montagnes. Tu le feras certainement. Des chemins sans issue. Oui, je le sais. Tu agis en ma faveur. Tu es Dieu. Tu déplaces les montagnes, Seigneur. Tu agis en ma faveur. Tu réponds à mes prières. Tu es là, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle. Oui, je le sais. Tu agis en ma faveur. Tu es Dieu. Tu déplaces les montagnes. Oui, je le sais. Tu le feras certainement. Tu es le Dieu des chemins sans issue. Oui, je le sais. Tu agis en ma faveur. Tu agis en ma faveur. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu d'amour. Oh, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange.
es digne de louange. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de mon adoration. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, oh, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant. Oh, tu es digne de louange. De retour sur ce plateau où nous parlons des principes clés pour bien gérer nos finances, nous voulons saluer ceux qui ont pris cette émission en chemin. Nous ne sommes qu'au début et nous sommes là ce soir pour parler de la bonne gestion de nos finances. Nous partons du principe que Dieu est la source de toutes choses. Tout ce qui nous tombe dans nos mains vient de Dieu. Nous disons toujours que l'or et l'argent lui appartiennent et il est celui qui nous donne toute provision, que ce soit un revenu, que ce soit des biens, des dons. C'est le Seigneur qui pourvoit. Il est la source de toutes choses. Et il nous confie ces choses en qualité de gérant. Nous ne sommes que des gérants. Et qui dit gérant, ça veut dire que nous aurons des comptes à rendre aux propriétaires. Et le Seigneur s'attend que nous puissions faire une bonne gestion de ces provisions qu'il met dans nos mains, de ces provisions qu'il met à notre disposition. Et vous savez que quand un gestionnaire réussit à bien gérer un petit budget, on le juge apte pour pouvoir gérer un budget beaucoup plus grand. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que si tu es fidèle dans les petites choses, il te confie les plus grandes choses. Nous avons donc tout intérêt à pouvoir apprendre les bonnes pratiques, les principes qui vont nous aider à faire une meilleure utilisation, une gestion, je dirais, optimale de ces revenus que le Seigneur met à notre disposition. Voilà pourquoi nous sommes là justement pour nous aider à nous améliorer dans la gestion de nos finances. Tout de suite, je vais passer la parole à la sœur Francine qui va venir nous parler de nos comportements, à nous les femmes, face à l'argent. Nous allons découvrir les différentes catégories des femmes, okay? Comment nous nous comportons quand il s'agit de gérer nos finances. Maman Francine, je te passe la parole. Bonsoir à toutes les femmes, bonsoir à la sœur Liliane. Moi, j'aime l'appeler Tantine Liliane. Donc, bonsoir Tantine Liliane, bonsoir à toutes les femmes de la Citadelle. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver, de vous savoir nombreuses derrière vos écrans pour nos réunions mensuelles. Donc, comme la sœur Liliane l'a bien annoncé, aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de nos finances. C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur parce que nous savons que les finances, quand on parle de finances, en tout cas, nous avons nos oreilles vraiment bien tendues là pour bien écouter et savoir qu'est-ce que les professionnels vont nous dire aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, moi, je vais un peu vous parler de nos façons de faire, nos comportements que nous avons souvent face à nos finances. Donc, alors, pour ce faire, nous avons choisi 3 attitudes. Nous savons bien que nous sommes dans une réunion de femmes, quand bien même de fois il y a des hommes qui nous suivent aussi, ben, nous parlons ici vraiment de femmes. Donc, nous avons choisi 3 attitudes. Donc, nous allons vous parler de la femme économe. Par après, nous allons vous parler de la femme économe, de la femme raisonnable et de la femme dépensière. Donc, certainement que vous vous êtes retrouvés dans ces 3 types de femmes. Donc, femme économe, femme dépensière ou femme raisonnable. Alors, nous allons commencer avec la femme économe. Qui est la femme économe? La femme économe, c'est une femme qui fait des dépenses mesurées. Elle fait des dépenses mesurées. Donc, cette femme, elle réfléchit avant de faire ses dépenses. Elle ne va pas
dépenser ses avoirs ou son argent n'importe comment, elle raisonne, elle muse un peu, elle balance un peu ses dépenses. Est-ce que j'en ai vraiment envie ou c'est vraiment par besoin? Elle ne va pas dépenser n'importe comment. La femme économe commence d'abord par se poser la question. Pour faire des bonnes économies, elle se pose la question de savoir est-ce que j'achète par juste envie ou j'achète parce que je suis dans le besoin. Et nous savons que nous sommes vraiment nous sommes dans l'église. C'est une réunion que nous faisions toujours sur le plan chrétien. Alors, nous avons aussi des passages bibliques qui sont là pour appuyer ce que nous allons dire aujourd'hui. Nous allons, pour la femme économe, nous avons choisi pour vous le verset dans les livres de Proverbes, au chapitre 31, au verset 16. La Bible dit ceci. Après avoir bien réfléchi, elle achète un champ et plante une vigne grâce à l'argent qu'elle a gagné. Je vais répéter. Après avoir bien réfléchi, elle achète un champ et plante une vigne grâce à l'argent qu'elle a gagné. Cette femme, ici, on parle de la femme vertueuse. C'est un passage de la Bible que nous connaissions toutes, la femme vertueuse. Cette femme est vertueuse. Cette femme pourvoit aux besoins de sa famille. Cette femme fait des économies. Cette femme entreprend des choses. Et elle se pose toujours des questions. Est-ce que c'est vraiment dans le besoin ou c'est par envie que j'achète? Ou c'est par envie que je dépense? Donc, la femme économe fait des provisions pour sa famille. Et deuxièmement, nous allons vous parler de la femme raisonnable. La femme raisonnable, elle a une stratégie autre que la femme économe. Elle commence d'abord par préparer un budget. Elle se prépare un budget, elle planifie ses achats à l'avance et elle évite les achats compulsifs. Certainement que nous nous retrouvons là-dedans. Personnellement, je vais vous livrer un petit secret. Hier, je t'ai sorti moi-même pour faire mes petites courses et j'avais juste besoin de 2 articles. Je suis rentrée quelque part pour acheter les 2 articles, mais je vous dis, je suis arrivée à la caisse, j'avais une facture qui avoisinait les $200. Pourquoi? Parce que je me suis laissée un peu prendre par tout ce qui était achat compulsif. Mais la femme raisonnable, on voit ici, elle planifie. Elle planifie avant et elle évite surtout les achats compulsifs. Nous allons le voir, la Bible nous le dit aussi dans les livres de l'évangile Luc au chapitre 14, verset 28. Écoutez ce que la Bible dit. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pas pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Je vais répéter le verset. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire ici? La Bible veut juste nous faire voir le principe de la prévision. Le principe de la prévision. Il faut prévoir nos dépenses. Même quand on veut bâtir une tour, même quand on veut s'acheter des choses, on prévoit. On prépare notre budget, on planifie nos achats à l'avance et surtout, comme je vous ai dit, on évite les achats compulsifs parce qu'on le sait. En tant que femme, on est trop tenté. Peut-être qu'on était sorti pour faire juste l'achat de, je ne sais pas moi, peut-être un bidon d'huile ou peut-être d'une chemise. Mais tu arrives sur place, tu trouves qu'il y a tellement de rabais, tu te dis, oh, mais je ne peux pas manquer l'occasion. Donc, tu te laisses un peu prendre. Mais en réalité, quand tu viens, tu te retrouves devant la caisse, tu as une facture qui avoisine le plus que tu avais prévu. La Bible nous dit ici
il faut s'asseoir, calculer la dépense et savoir si on a de quoi terminer la tour. Donc, s'asseoir, calculer nos dépenses et savoir si on a quoi payer pour qu'il ne manque de rien. Bien et bien dans le Seigneur, c'est la femme raisonnable, c'est une femme qui se laisse toujours un peu l'opportunité. Parce que cette femme-là, la femme raisonnable, malgré un moindre salaire, parce que des fois on peut se dire, mais avec un moindre salaire, est-ce qu'on peut planifier? Avec un moindre salaire, est-ce qu'on est capable de faire un projet? Certainement que oui. Quand on planifie, quand on fait des prévisions, certainement qu'on va arriver à faire de grands projets malgré le moindre salaire, malgré un salaire de base. On est capable de faire de grands projets. On est capable de aussi prévu de choses. On a planifié, préparé notre budget. Alors, troisièmement, on va parler de la femme dépensière. Qui est la femme dépensière? La femme dépensière, c'est la femme qui s'est dit, bon, j'ai l'argent, mais l'argent, elle sert à dépenser. Je vais me faire plaisir. Certes, oui, il faut se faire plaisir. On travaille fort. Des fois dans la vie, on se dit, mais pourquoi c'est privé? Pourquoi je vais quand même essayer de me faire plaisir? Oui, c'est bien beau. Mais se faire plaisir pour demain se poser des questions. Est-ce que j'ai de quoi finir le mois? C'est là que ça devient un peu difficile. Alors, la femme dépensière, elle ne se pose pas de questions. Elle, quand elle a l'argent, elle a un budget, elle rentre dans un magasin, elle achète sans réfléchir 2 fois. Elle ne fait pas la stratégie de la femme économe, comme on a dit. La femme économe, elle se dit, est-ce que j'achète vraiment parce que je suis dans le besoin ou j'achète parce que j'en ai juste envie ou j'achète juste par plaisir d'acheter? Oh, parce que c'est cute. C'est bon, je vais acheter, mais ça reste là. Ça fait, t'achètes un habit, puis ça fait 2 ans, 3 ans dans ta garde-robe. Tu portes même pas cet habit-là, mais tu t'es dit, bon, je vais l'acheter parce que l'habit était tellement cute. Je me suis dit, bon, et puis j'avais l'argent, ben, j'achète. Ça, c'est la femme dépensière. Or, nous voyons ici que la femme économe, elle réfléchit avant d'acheter. Elle se pose la question, est-ce que j'achète parce que je suis dans le besoin ou j'achète parce que juste c'est par envie que j'achète? Elle réfléchit. Et la femme raisonnable, elle a une autre stratégie. Elle s'est dit, je prépare un budget, je planifie mes achats à l'avance et j'évite les achats compulsifs. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, je vais laisser la parole à la sœur Liliane. Nous savons qu'aujourd'hui, on ne sera pas seul. On a des professionnels dans le domaine des finances qui vont nous parler. Alors, je vais passer la parole à la sœur Liliane qui va recevoir nos invités et avec eux, nous allons découvrir les clés de la bonne gestion financière. Soyez bénis. Merci, sœur Francine. Merci pour ce beau partage. Oui, effectivement, nous avons des invités, nous allons les accueillir tantôt et nous avons découvert justement les différents types de comportements que nous avons face à l'utilisation de l'argent. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous êtes vus, sûrement dans l'une ou l'autre de ces catégories, mais dans tous les cas, nous pensons que si vous êtes vus comme femme économe, comme femme raisonnable, nous bénissons le Seigneur pour cela d'abord parce que effectivement vous êtes sûrement rares parmi plusieurs, mais nous pensons que dans tous les cas nous avons besoin de connaître les meilleures pratiques, nous avons besoin de nous informer davantage, sûrement pour mieux faire ce que nous faisons déjà bien. C'est important d'aller se ressourcer de temps en temps. Et puis voilà, donc c'est ce que nous allons faire ce soir et ne quittez pas, restez avec nous, les bonnes choses s'en viennent et nous savons que la volonté de notre Dieu, ce n'est pas que nous puissions croupir sous les dettes, la volonté de notre Dieu, ce n'est pas que nous puissions manquer même les choses élémentaires,
pour pouvoir vivre une bonne qualité, avoir une bonne qualité de vie. Mais la volonté de notre Dieu, c'est que nous puissions prospérer à tous égards. Il le dit dans sa parole, il veut que nous puissions prospérer à tous égards. Et pour nous chrétiens, prospérer, oui, ça vient nous parler d'une bonne santé, mais c'est d'abord une bonne santé spirituelle. Nous voulons avoir une bonne relation avec notre Dieu, c'est notre priorité, mais ça vient également nous dire que oui, le Seigneur veut que nous ayons cette bonne santé physique, mais aussi une bonne santé financière. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, la santé financière. Je vais alors accueillir nos invités. Nous sommes bénis, nous avons le privilège d'accueillir ce soir deux experts. Nous avons avec nous sur ce plateau Monsieur Jean-Désiré Kassongo et Madame Olesea Nistor. Sûrement, vous les voyez déjà apparaître sur vos écrans. Bienvenue sur le plateau de cette émission organisée par le département des femmes de la Citadelle. Vous venez nous visiter par ce beau temps. Il fait beau dehors. On profite du beau temps. On sort pour bénéficier de la belle température. On a abandonné tous nos manteaux d'hiver. On s'en réjouit, mais on ne peut malheureusement pas dire la même chose de nos finances, parce qu'on a l'impression que dans la gestion de nos finances, il y a toujours un hiver dur qui sévit. Moi, c'est encore des tempêtes de neige qui tombent dans la gestion de mes finances. Et vous êtes là ce soir pour nous apporter le beau temps. Vous êtes là pour apporter le beau temps dans nos finances. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Je vais juste rapidement vous présenter. Donc, Madame Olesea Nistor, elle est une femme comme nous, chrétienne. Elle vit pour laisser un héritage à ses proches, pour une meilleure vie de sa famille, une meilleure vie de l'humanité aussi. Elle est très tournée vers l'autre. Elle se préoccupe du bien-être de son prochain, donc de la communauté tout entière. Et pour son parcours d'études, elle a un baccalauréat et une maîtrise en protection de l'environnement et présentement, elle travaille comme conseillère en sécurité financière chez IA et PPI. Je crois que j'ai bien prononcé, c'est bien ça, IA et PPI, ou on doit le prononcer en anglais. Je me dis, est-ce que c'est PPI ou c'est PPI, cabinet des services financiers. Et elle ne vient pas seule. Elle vient avec Monsieur Jean-Désiré Kassongo, qui est lui aussi conseiller en sécurité financière chez Industriel Alliance, groupe financier depuis plus de 5 ans. Donc, économiste de formation, il a un bac en économie et un certificat en mini MBA de l'Institut des cadres de gestion de l'Université de McGill. Et son rôle en tant que conseiller en sécurité financière, c'est de pouvoir aider les gens comme nous à faire des choix éclairés concernant les finances, concernant nos finances personnelles, compte tenu de nos réalités, dans le but d'atteindre d'abord nos objectifs et une bonne santé financière. Donc, merci d'être là avec nous ce soir. Nous avons des questions et vous avez des réponses pour nous. Mais avant de pouvoir passer à la section questions-réponses, je pense que vous avez un contenu à partager avec nous. Nous allons commencer par la présentation que vous avez prévue pour les frères et les sœurs de la Citadelle qui nous suivent en ce moment et même ceux qui nous suivent de partout. Ils sont partout à travers le monde à nous suivre. Nous allons commencer avec cette présentation et ensuite nous reviendrons pour les questions. Parfait. Merci beaucoup, Madame Liliane. Puis vous avez tellement bien expliqué, nous présenter. Donc, on n'a que quelques mots de vous dire avant de commencer la présentation. On est vraiment très content d'être là parmi vous. Puis, on va essayer que ça soit plus simple, plus clair pour vous. Et si jamais vous avez des questions, on va rentrer dans plus de détails. Mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, une présentation pour toutes les femmes et pour ses proches. Et s'il vous plaît, d'envoyer et partager ce contenu parce que ça va être très intéressant. Oui, merci beaucoup, Madame Liliane, pour la présentation. Et merci également à Madame Francine pour cette capsule-là. C'était très, très intéressant. Et je vous le dis franchement, là, j'ai quand même quelque chose à retenir par rapport aux femmes dépensières, femmes économes et femmes, l'autre catégorie, femmes raisonnables.
je sais que ça va beaucoup m'aider en tant qu'homme aussi, en tant que mari de quelqu'un, d'une femme aussi, parce que je suis marié et j'ai un garçon. Et il nous arrive aussi de parler, de tenir des conversations en termes de dépenses chez nous. Et je ne savais pas que je pouvais aussi m'appuyer sur ce que dit la Bible. Je suis vraiment très édifié par rapport à votre intervention. Alors, sans plus tarder, on vous a préparé quelque chose. C'est une présentation PowerPoint de quelques minutes. On va essayer d'aborder un peu quelques sujets clés qui concernent les bonnes pratiques de gestion des finances personnelles. Premièrement, on va parler un peu de la conception des gens au sujet de gestion des finances personnelles et on va essayer aussi de répondre à qui s'adressent les finances ou le sujet des finances personnelles. Vous savez qu'il y a plusieurs conceptions concernant ce sujet-là. Il y a des gens qui pensent que ça concerne beaucoup plus les femmes économes ou les femmes qui ont fait les finances. Mais on a quand même quelques réponses pour vous aujourd'hui. Lorsqu'on parle de gestion des finances personnelles, on a toujours tendance à se dire que c'est un sujet qui devrait intéresser juste une certaine catégorie de la population, comme les personnes riches ou les personnes bien nanties, hein, ou encore les personnes qui sont très calées dans les finances ou en économie, ou parfois même juste des femmes comptables. J'ai envie de vous dire que ce sont des spéculations. La gestion des finances personnelles s'intéresse à tout le monde. On va vous expliquer dans les quelques minutes qui suivent pourquoi ça intéresse tout le monde. À qui s'adressent les finances personnelles? La gestion des finances personnelles est un sujet qui devrait intéresser toutes les classes sociales de la population. Car si on ne s'intéresse pas à ce sujet, on risque de connaître beaucoup de problèmes de finances au niveau de son foyer, au niveau de son ménage, quelle que soit la classe sociale ou quels que soient les statuts qu'on occupe au sein de la communauté. Qu'il s'agit des femmes riches ou femmes pauvres, des femmes mariées ou femmes célibataires, étudiantes ou travailleuses, monoparentales parfois ou en couple, dès aussi longtemps qu'on réalise des mouvements d'argent en termes d'entrée comme salaire ou en termes de sortie comme dépenses, on est obligé de s'intéresser à la gestion des finances personnelles. Nous sommes même allés plus loin par rapport à ça. Nous sommes allés jusqu'au plus bas niveau avec nos plus jeunes. Nous pensons que la gestion des finances personnelles devrait être pratiquée ou enseignée déjà dès l'âge de 14-15 ans. Pourquoi? Parce que c'est à cet âge que nos plus jeunes commencent déjà à travailler. Vous savez, nous sommes au Canada. À partir de 14-15 ans, nos plus jeunes peuvent commencer avec des petits jobs. Et lorsqu'ils commencent à toucher leur premier salaire, c'est alors qu'à ce moment-là que la folie commence aussi par rapport à certaines dépenses. J'ai listé cela avec un petit exemple que j'ai vécu moi-même en tant que conseiller. Je connais un jeune qui a aujourd'hui 18 ans. Ce jeune, je l'ai connu quand il avait, je pense, 13 ans. Quand il a atteint ses 15 ans, le jeune a quand même eu la chance d'avoir un job chez Tim Hortons. Et avant cela, le jeune était quand même quelqu'un de très raisonnable par rapport aux sous qu'il recevait auprès de ses parents. Il dépensait comme il faut des dépenses essentielles. Mais quand il a commencé à toucher son propre revenu, le jeune a quand même développé une autre passion. C'était quoi la passion? C'était de pouvoir collectionner les baskets Air Jordan. Donc, on pouvait facilement voir dans sa chambre les baskets Air Jordan traîner dans le lit, par terre. Tout son argent, quasiment 80 à 90% de son revenu allait dans cet investissement-là, des dépenses que je dirais inutiles. Pourquoi? Parce que il pouvait juste porter une ou deux paires de souliers, mais le reste, il les laisse là parce qu'il a juste envie de collectionner les paires de baskets. Vous voyez que
à un certain moment, ça devient comme une folie. Alors, un jour, ses parents m'ont approché. Ils ont eu le courage de me dire, ben, il faut t'asseoir, tenir une conversation avec ce jeune parce que l'enfant, il est en train de faire quelques folies avec son argent. Je me suis assis avec l'enfant, puis on a tenu une conversation entre hommes. Et je lui ai montré comment l'épargne pouvait l'aider à pouvoir réorganiser ses finances et puis projeter certains projets à court, moyen et long terme. Aujourd'hui que je vous parle, l'enfant a 18 ans, mais il est même déjà rendu à épargner jusqu'au minimum que les banques demandent actuellement pour financer l'hypothèque. Donc, c'était quelque chose, il fallait quand même commencer. S'il pouvait bien avoir ces notions-là déjà à partir de 14-15 ans, ça serait toujours quelque chose d'utile pour sa vie. Donc, à qui s'adresse les finances personnelles? Alors, Olesya, je ne sais pas si tu peux me compléter. Oui, donc on commence toujours au plus jeune, puis par après, on continue de donner plus des idées et tout. Mais si on est autour de nous, on commence par nos proches, puis nous, comme on travaille dans ce domaine, on dit à nos clients, à leurs enfants, parce qu'on les rencontre chez eux, puis on parle avec tout le monde et on donne le maximum de ce qu'on peut pour les éduquer dès le jeune âge. Puis je vais continuer notre présentation pour dire que les femmes, pour commencer à faire et tout, on commence comme la relation entre femmes et les besoins, les dépenses dans le fond. Comme la sœur Francine a dit, il y a une citation dans la Bible, une femme sage bâtit sa maison. Donc, si on fait une analogie selon cette citation, elle transforme la femme dans une... cette citation transforme la femme sage que nous aimerions tous avoir sous notre toit. C'est comme étant une bâtisseuse. Et donc, en réalité, si on veut commencer à faire quelque chose, un bâtisseur, lorsqu'il veut bâtir, il commence à construire sa maison de la fondation. Il ne commence pas par le toit ou par les murs. Il fait la fondation, les bases et tout. Et par après, il élève les murs et il finit par le toit. C'est ce qu'on appelle la hiérarchisation des phases de construction, dans le fond. Puis, dans le concept de gestion des finances personnelles, les dépenses pour satisfaire nos besoins doivent également être structurées ou hiérarchisées pour que la femme soit réellement une bonne bâtisseuse. OK. C'est vrai que tu as parlé de pyramide de Maslow. Je vais essayer un peu de faire une relation par rapport à notre sujet. Vous savez, il existe une théorie que tous on a appris à l'école qu'on appelle la théorie des pyramides de Maslow. Selon cette théorie, les besoins sont hiérarchisés en 5 phases. Il y en a qui sont physiologiques, par exemple, le besoin pour se nourrir, le besoin pour se loger, tout ça, ça fait partie des besoins physiologiques. Il y en a aussi qui sont des sécurités. Des sécurités, pour nous, par exemple, en tant que conseillers, le besoin de sécurité, c'est des assurances. Par exemple, les assurances invalidité qui aident les gens à pouvoir assurer leur salaire. Alors, dès qu'on aura fini avec le besoin physiologique, il faut aller étape par étape avec les besoins de sécurité. Après le besoin de sécurité, il y a le besoin d'appartenance. On est tous issus des communautés immigrantes. Moi, il m'arrive parfois d'envoyer quelque chose à ma famille parce que j'appartiens à cette famille-là. Alors, nous avons des devoirs de pouvoir envoyer quelque chose quand la famille a besoin de nous. Et parfois même, on appartient aussi à des communautés religieuses. Moi, j'ai mon église. Si jamais il y a quelque chose qu'on doit contribuer, il faut aussi contribuer. Mais on contribue avec quoi? Avec quelque chose qu'on avait déjà prévu comme étant un fonds d'urgence ou une épargne. Lorsqu'on aura fini à recenser le besoin de sécurité, on va s'attaquer maintenant aux besoins d'appartenance.
Oui, c'est vrai. On va aller avec le besoin d'appartenance et puis par la suite le besoin d'estime et enfin les besoins d'accomplissement comme les loisirs, le sport, le voyage, tout ça, ça fait partie des besoins d'accomplissement. En bref, les dépenses ne sont qu'une expression des satisfactions des besoins que nous ressentons la plupart des cas. Donc, selon Maslow, les besoins comme les dépenses qui en découlent devraient y être hiérarchisés. Par exemple, les besoins de se nourrir, les besoins de se vêtir ou à boire devraient venir en premier lieu. Après, on peut s'attaquer à d'autres besoins, par exemple, de voyager ou de s'acheter des sacs, de Gucci, par exemple. Tout ça, ça doit être hiérarchisé à travers le temps ou selon les priorités. Alors, c'est d'ailleurs ici, pour nous, en tant que conseillers, j'attire un peu l'attention de nos mamans à la priorisation des besoins essentiels face aux besoins non essentiels. Certaines dépenses ou besoins peuvent être jugés essentiels pour moi, mais d'autres, ça peut être un besoin non essentiel ou non prioritaire. Il faut juste s'abstenir à ne pas céder à notre pilote automatique émotif parce que souvent, ce qui crée les besoins, c'est notre pilote automatique. Je peux ne pas avoir peut-être défini ou projeté un besoin, mais dès que je vois quelqu'un qui a un sac Gucci à côté, ça crée un pilote automatique émotif pour moi et ça me crée un besoin pour dépenser. Donc, il faut tout le temps contrôler notre pilote automatique émotif. Parfait, Jean. Je vais continuer. Donc, ces besoins, on peut les bien hiérarchiser et nous se poser des questions où on est, mais c'est très important les finances. Et qu'est-ce qu'on entend par les finances vraiment personnelles? En termes simples, les finances personnelles font référence à la gestion, à la planification du patrimoine. Ça veut dire quoi le patrimoine? Les avoirs, ce que tu as et que tu gères, ton revenu, ta maison, tes assurances vie, c'est un avoir. Et ça t'appartient à toi ou à un individu à chaque étape de sa vie. Lorsqu'on gère ses finances personnelles, l'objectif est de se donner un pouvoir de décision d'achat ou d'épargner pour réaliser des projets. Ces types de projets, ils peuvent être à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc, alors, pour arriver à cet objectif, ces trois, comme je viens de dire, il existe un certain nombre de principes clés ou conseils à observer. Puis, je vais continuer par ces principes. Et le premier, c'est de faire une analyse historique de tous les comptes de revenus ainsi que les comptes de dépenses ou charges sur une base généralement annuelle ou mensuelle. L'objectif ici est d'arriver avec des chiffres de toutes les dépenses effectuées durant la période pour les comparer avec le chiffre de revenus enregistrés, toujours dans la même période, et tirer une conclusion si on a plus dépensé ou on a dépensé moins par rapport à revenus réalisés. Dépendamment du résultat réalisé, c'est-à-dire si on a plus dépensé que le revenu réalisé, la conclusion est simple. On s'est endetté, soit avec la carte de crédit, marge ou des prêts personnels. Sinon, si le résultat nous dit qu'on a dépensé moins par rapport au revenu, cela signifie que nous avons réalisé un surplus. Qu'est-ce que c'est bon? Et donc, on peut épargner pour réaliser nos projets à court, moyen et long terme. Le résultat de comparaison des comptes de revenus au compte de dépenses nous conduira de prendre une résolution pour le futur. Puis, on revient au deuxième objectif, Jean. Oui, je vais quand même m'attarder sur le premier, là, en pratique, comment ça se passe. Je ne sais pas si tu peux revenir. Oui. Oui, alors, en réalité, comment ça se passe? Il faut prendre une feuille de papier avec un crayon, on dessine un tableau avec deux colonnes. Dans ce tableau, vous aurez le premier tableau, vous allez répertorier tous les revenus enregistrés durant l'année passée, par exemple.
On peut enregistrer le revenu des salaires, par exemple, le revenu des allocations familiales ou la PCI. Tout ça, ça fait partie de vos revenus parce que ça vous a aidé à financer les différentes dépenses que vous avez opérées durant cette année-là. Alors, dès qu'on aura répertorié tous ces revenus, ça nous donne un total. Et avec ce total, on va aller du côté droit de votre tableau. Vous avez l'autre colonne qui constitue les différentes dépenses opérées durant la période. Ça peut être les dépenses reliées à la nourriture, logement, électricité, transport. Tout ça, on essaie de les répertorier avec des chiffres précis et on essaie d'avoir un total. Avec ces totals de revenus, on les compare avec les totals des dépenses. Si, par exemple, vous aviez réalisé des revenus de 50 000 $ et que de l'autre côté du tableau, vous avez dépensé 50 000, tant mieux, mais ce n'est pas toujours souhaitable de vivre toujours au minimum, disons, avec dépenser tout ce qu'on a réalisé comme revenu. Mais si, par exemple, vous avez réalisé 50 000 de revenus et vous avez dépensé 45 000, choses que nous souhaitons souvent, donc c'est que vous avez encore une capacité d'épargner à peu près 5 000 $ parce que vous avez dépensé moins que ce que vous avez réalisé comme revenu. Mais la situation qui nous arrive tous ici en Occident, c'est que les gens ont toujours tendance à dépenser plus que ce qu'ils ont réalisé comme revenu. En pratique, c'est comme vous avez réalisé 50 000, mais vous avez dépensé 55 000 $. Donc, cet écart de 5 000 $ est expliqué par le fait que les gens utilisent fréquemment les cartes de crédit, les marges de crédit, je sais pas moi, d'autres crédits bancaires. Alors, ceci nous pousse toujours à vivre au-dessus de nos moyens, chose qui n'est pas intéressante. À la fin de la comparaison, il faut toujours se mettre à table avec son conjoint ou sa conjointe, tenir une discussion comment nous allons faire pour remédier à cette situation. Est-ce que nous devons toujours continuer comme ça parce que en vivant comme ça, on va aller tout droit vers le mur et c'est pas bon. Alors, si c'était un revenu, un excédent de revenu, par exemple, le cas de surplus de 5 000, ça va nous encourager à dépenser toujours moins que ce que nous avons dépensé et réalisé comme revenu et pouvoir projeter d'autres projets un peu grands, par exemple l'achat de la maison ou l'achat de la voiture, tout ça, ça fait partie des grands projets une famille peut avoir si et seulement si elle vit qu'en deçà de ce qu'elle a réalisé comme revenu. Alors, revenons au deuxième principe. Nous devons définir nos objectifs clairs ou projets à réaliser à court, moyen et à long terme. Cette étape est très importante dans le sens où ça nous aide à réfléchir avec rationalité si avec notre niveau d'épargne rendu au temps X, on sera capable de réaliser l'objectif ou le projet dans le temps. Souvent, les gens appellent cette étape le budget, car chaque projet est donné avec précision de temps et en montant d'argent également. Je vais vous donner un petit exemple pratique. On projette d'acheter une maison, une voiture qui nous coûterait 5 000 $ d'ici 1 an. Et on sait, comme on vient de faire nos déclarations d'impôts, qu'en avril, on a reçu le retour d'impôt de 4 000 $. Et on sait aussi qu'avec notre façon de dépenser, on a une capacité d'épargner à peu près 100 $ chaque mois. Avec ceci, ça nous aide à projeter l'achat de la voiture d'ici 10 mois parce que notre épargne actuelle ne nous permet pas d'investir dans la voiture. Étant donné qu'il nous manque encore 1 000 $ et que nous avons la capacité d'épargner 100 $ chaque mois, on peut repousser facilement notre projet d'achat de la voiture
dans 10 mois. Comme ça, on aura réuni les $1 000 manquants pour ajouter à ces $4 000 qu'on a aujourd'hui pour acheter ou réaliser notre projet d'achat de la voiture dans 10 mois. Donc, c'est comme ça qu'un projet réaliste devrait se faire. Donc, ça doit être défini en temps, ça doit être défini également par rapport au budget consacré ou le montant qu'on doit investir. Il faut noter aussi que sans les objectifs bien définis en temps et en argent, notre projet ne sera pas réaliste. Et, par exemple, on ne peut pas se réveiller d'un bon jour, on se dit, ben, on va acheter une maison si on n'avait jamais planifié ça d'avance, voyez? Donc, il y a toujours un comportement à tenir vis-à-vis des différents projets d'achat. Bon. Je vous laisse, Oleseya, pour Oui, c'est le troisième principe. le troisième principe. Je pensais maintenant à Sœur Francine qu'elle disait qu'elle voulait deux produits s'acheter, puis ce principe clé va lui l'aider. Quand j'y vais dans des centres d'achat, puis c'est une très, très bonne idée de se poser 3 questions. C'est ici et on peut se demander à chaque fois quand on veut y aller, donc, est-ce que cette dépense est réellement un besoin essentiel vraiment maintenant? Est-ce que c'est une dépense planifiée? Et donc, avec deux choses, tu peux aller t'acheter juste 2 choses, mais tu reviens avec 10. C'est sûr qu'il faut se poser à chaque fois, est-ce que c'est une dépense importante pour moi en ce moment-là? Donc, tout être humain ressent des besoins. Et ce sont les besoins qui nous poussent souvent à dépenser. Mais vraiment, le principe clé, c'est se poser ces 3 questions à chaque fois et on va être vraiment très content à la fin quand on va sortir de centre d'achat et on revient à la maison avec les 2 produits qu'on a eu besoin, vraiment besoin. Puis avec les poches en épargnant ou en ayant l'argent qu'on a besoin de plus. Donc, je donne des exemples qui peuvent aussi nous aider à mettre un bon point sur les dépenses et comment les gérer, euh, ces dépenses. Il existe par exemple des personnes qui ne vont plus au gym, mettons maintenant pendant la pandémie. Soit les gyms sont fermés, soit quelqu'un a acheté à la maison, ou soit c'est déjà avril, il fait beau dehors. Bon, c'est mieux de courir dehors au lieu de payer notre abonnement mensuel qui beaucoup de monde ne réalise pas que c'est inutile. Un jour ou 3 jours par mois, on y va, mais on peut le faire autrement. Ou certaines personnes ont déjà un abonnement Netflix, par exemple, ici au Canada, mais continuent à payer Super Écran. Et aussi, je connais quelques exemples comme une étudiante, elle avait pris comme un bail pour une année, 4 et demi, et qu'elle pensait recevoir de temps en temps une visite, un membre de la famille, puis une idée pour elle, pourquoi ne pas mettre l'autre chambre en location ou aller dans un autre demi, donc pour économiser son loyer, parce que le loyer, il coûte cher vraiment. Puis en diminuant et limitant certaines de nos dépenses pour ne vivre qu'au niveau de nos moyens, nous arrivons à libérer des espaces et dans notre budget pour augmenter notre capacité d'épargne à financer nos projets futurs. Bon, et là, c'est le 4e principe. Oui, toujours pour renforcer ce que Oleseya a dit au point 3. Moi, Oui. par exemple, on a des petites discussions avec ma femme parce que elle peut tomber en amoureux d'un sac comme ça et puis elle dit, ben, est-ce qu'on a-tu le budget pour ça? Et c'est vrai qu'on doit se faire plaisir, mais si c'est quelque chose qui n'était pas planifié, ben, c'est sûr que on est obligé de trouver une solution alternative, soit quelque chose qui pourra lui faire plaisir, mais qui coûte moins cher si on en a le budget, vous voyez? Alors, elle, pour ne pas se poser ces 3 questions-là,
comme ça devient un peu redondant, elle se dit, ben, est-ce qu'on peut mettre ces projets ici dans nos priorités pour les mois à venir ou l'année qui va suivre. Comme ça nous évite un peu des dépenses non planifiées inutilement et ça nous évite aussi de gaspiller les ressources qu'on peut investir dans l'épargne facilement et projeter nos dépenses comme il faut, bien comme il faut, quoi. Alors, le point 4, épargner en vous payant en premier comme une dépense. Le fait d'épargner après avoir payé toutes les dépenses n'aide pas toujours tout le monde à pouvoir épargner efficacement. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. En fait, il existe des gens qui sont super disciplinés en épargne. Je connais vraiment des clients qui sont super disciplinés. Vous n'avez pas besoin de l'aider pour épargner ou bien pour avoir une discipline d'épargne. Lui-même, il s'autodiscipline. Il sait que si je reçois $500 chaque 2 semaines, je dois investir au minimum $50 dans mon compte comme 10% de mon salaire. Lui-même, il le fait déjà automatiquement sans que le système ne puisse le conduire à le faire. Non, mais par contre, ça n'a toujours pas été le cas pour tout le monde. L'épargne, ça a toujours été un casse-tête pour bon nombre de gens. Pour aider ce type de personnes qui ont une difficulté d'épargner, nous les proposons de pouvoir réfléchir et agir autrement en se payant sous forme d'épargne en premier, même au même titre que tous les autres dépenses. En réfléchissant de la sorte, vous verrez que les gens seront tentés à privilégier l'épargne systématique tout en limitant et réduisant certaines des dépenses non essentielles. C'est quoi l'épargne systématique? C'est que pour ces gens-là qui ont des difficultés à pouvoir sortir de l'argent dans leur compte chèque et investir, par exemple, dans le compte d'épargne ou compte CELI, c'est que moi, je leur dis, ben, écoute, vous avez toujours votre argent devant vous avec la technologie. Les applications nous aident à pouvoir checker à tout moment nos comptes chèques et comptes d'épargne qu'on a dans une banque. Et souvent, quand on sait qu'on a l'argent, ça nous pousse souvent à dépenser facilement. Alors, ce que moi, je leur dis, ben, essayez d'ouvrir un compte CELI dont vous n'avez pas accès à tout moment. Bon, pas accès à tout moment. Vous pouvez avoir accès, mais vous ne pouvez pas le voir sur votre application à tout moment comme ça. Parce que le fait de le voir, ça vous pousse à planifier des dépenses non essentielles. Alors, les gens qui ont un compte CELI, par exemple, chez nous, ils vont se dire, ah, j'aimerais acheter cette botte, mais par contre, comme l'argent est encore dans le compte CELI que j'ai chez IA, Industrielle Alliance, ça va demander un processus pour faire une demande, que l'argent soit envoyé soit par chèque ou bien par dépôt direct. Ça va être un peu lourd. Ben, je préfère peut-être reporter ça prochainement ou plus tard. Voyez, ça les décourage à faire des dépenses spontanées comme ça et ça vous pousse à réduire vos dépenses non essentielles. Donc, c'est quelque chose que tout le monde devrait peut-être faire, avoir un compte peut-être CELI ou un compte d'épargne qu'on ne doit pas tout le temps voir à tout moment parce que ça va nous pousser à dépenser. Vous avez ces comptes-là, vous allez automatiser les prélèvements à la fréquence de votre paye. Donc, si je reçois ma paye chaque 2 semaines ou chaque mois, j'automatise le prélèvement aux 2 semaines ou chaque mois. Comme ça, j'aurai plus besoin de réfléchir à ce que je dois mettre de l'argent dans mon compte d'épargne aujourd'hui ou pas. Donc, ça sera déjà fait automatiquement. Le système va faire les choses à ta place. Je pense que ce sont les quelques 4 outils que nous vous proposons. Alors, les CIA, je pense qu'on peut récapituler. Oui, je vais faire le récapitulatif. Donc, pour récapituler les 4 tactiques ou outils pour une bonne gestion des finances personnelles. Premièrement,
On commence par analyser historiquement nos comptes de dépenses pour les comparer avec les comptes de revenus. Ce que Jean il a dit avec la feuille est séparé en deux. Oui. Donc, on met quoi? Le salaire réalisé sur une base annuelle ou mensuelle, idéalement annuelle, et arriver à un résultat soit négatif, ce qu'on s'est endetté, alors il faut réduire nos dépenses actuelles pour ne pas rester dans la même situation, ou ça va donner un résultat positif, ce qu'on a un surplus de revenus qui nous aidera à épargner pour réaliser nos projets. Et c'est là, on va le mettre dans un compte épargne, comme Jean vient de dire. Deuxièmement, on définit des objectifs à réaliser à court, moyen et long terme sur base de résultats réalisés historiquement, tout en les chiffrant et en les chronométrant pour que ça soit réaliste. Troisièmement, on limite ou diminue nos dépenses non essentielles pour libérer davantage plus d'espace à l'épargne. Et quatrièmement, on priorise l'épargne avant les dépenses à faire grâce au mécanisme de prélèvement automatisé fait à la source suivant la fréquence de réception de son salaire. Avec cette manière de faire, on aura dépensé que sur ce qui est essentiel et donner place à l'épargne dans le but d'investir ou réaliser nos projets futurs. Et tout ça va donner une formule idéale. Donc, nos revenus moins les dépenses va donner une grande et grosse épargne pour vos projets futurs à court, moyen et long terme. Et nous, on est pour là. Oui, c'est vrai, on est là pour vous aider à chaque fois que vous avez des petits soucis pour gérer vos dépenses. On est toujours là, on est payé pour ça, on va vous aider. Nous, on est conseiller en sécurité financière. C'est vrai que notre but, ce n'est pas seulement conseiller les gens pour l'épargne, mais on a quand même pas mal de produits qu'on peut vous aider aussi. On commence toujours pour bâtir et protéger les gens avec les assurances. On peut parler d'assurance vie ou d'assurance invalidité pour protéger votre salaire, ou ça peut être aussi des cas des assurances maladie, ou encore pour certaines choses, on peut assurer aussi l'assurance habitation ou assurance maison. Alors, également, pour épargner, on a quand même pas mal de produits d'épargne ou de véhicules d'épargne, en commençant par l'épargne qu'on appelle le CELI, les comptes d'épargne libre d'impôt, qu'on appelle CELI. Ça, c'est pour certains projets à court, moyen et long terme. Mais quand il s'agit de pouvoir épargner pour la retraite, là, on va attaquer avec le REER. Et on peut aussi aider les gens qui ont déjà suffisamment utilisé leurs droits d'utilisation REER et CELI avec des comptes non enregistrés ou comptes hors REER et CELI. Et on aide aussi les gens à pouvoir planifier les études de leurs enfants grâce au compte régime enregistré d'épargne études. Et finalement, on aide aussi les gens à pouvoir profiter pendant ils sont encore en train d'investir dans l'épargne. Parce que l'argent qui dort dans une banque ou dans un compte qui ne vous paye pas grand-chose, vous êtes en train de perdre le pouvoir d'achat de cet argent-là. Pourquoi? Parce que l'inflation va faire en sorte que vous n'ayez pas encore la possibilité d'acheter quelque chose que vous avez espéré dans le temps parce que vous avez laissé l'argent dormir comme ça. Alors, on aide ces gens-là à pouvoir profiter pendant qu'ils sont en train d'investir pour profiter avec les profits qu'on peut avoir grâce au placement, aux actions, aux obligations. C'est quelque chose que nous aidons beaucoup les gens à repérer les vrais véhicules de placement. Donc, c'est ça notre rôle en tant que conseiller en sécurité financière. Et voilà. C'était simple, mais on a essayé tout et rentrer de compléter, que ça soit pas assez complexe, mais quand même, si vous avez des questions, on est là et on aimerait donner plus d'idées, des détails et de l'information, car nous, on est pour vous aider à ne pas avoir de dettes, ne pas dépenser et arriver à avoir
à bâtir sa maison. On est là puis à donner un bon futur pour nous, pour nos proches et vraiment pour l'humanité. Oui, Madame C'est Liliane. parfait. Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident de tout parcourir en moins d'une heure, mais vous avez vraiment communiqué, je dirais, l'information essentielle. C'était un contenu très riche. Très vite, je me suis prise quelques notes juste pour revenir. Moi, j'aime bien le prendre en termes de verbe d'action. C'est il faut structurer nos dépenses. Nous devons hiérarchiser nos dépenses. Ok, prioriser les besoins essentiels, comparer nos revenus avec les comptes, nos revenus avec les comptes de dépenses. Donc, on doit comparer qu'on on reçoit et ce qu'on doit dépenser, vivre en deçà de ce que nous avons, de ce que nous gagnons, ok? Définir des objectifs clairs, on doit budgétiser, on doit limiter et réduire nos dépenses, ok? Et le dernier point que moi j'ai beaucoup aimé, c'est recourir au compte CELI. Peut-être, je pense que Monsieur Jean-Désiré Kassunga, il pourra nous clarifier ça un peu plus tard. La différence entre le compte CELI et le compte épargne. Moi-même, je me suis posé la question, mais on doit recourir au compte CELI de ce que j'ai compris. C'est un compte où on peut épargner et où on sera moins tenté d'aller puiser dedans, comparé à un compte épargne habituel, j'imagine. Et, et ça fait un peu le tour de ce que vous venez de nous transmettre comme information. Merci beaucoup, c'était un contenu très riche. Je regarde le temps passer et je vois qu'on a déjà une heure de conversation. Il nous reste quelques minutes pour pouvoir atterrir, mais nous allons quand même rapidement prendre les questions des sœurs de la Citadelle. On nous demande comment faire pour aider les autres quand on n'a pas assez dans son budget ou mieux gérer, comment faire pour gérer les imprévus. Bon, ça, je donne toujours une idée. Si on a un salaire, OK, puis c'est mieux de diviser ça en trois parties. Donc, première partie, ça va aller au ce qu'il est nécessaire pour la maison. Donc, on va savoir qu'un tiers, ça va aller vraiment ce qui est essentiel et nécessaire pour la maison. Deuxième partie, ça serait pour les factures, tout ce, c'est aussi des obligations, mais toutes les factures, c'est plus la deuxième tiers. Et là, la troisième tiers, c'est obligatoire pour les épargnes. Mais ici aussi, on va faire pour nous payer en nous-mêmes. Mais si on a ici, ça rentre aussi les fonds d'urgence, c'est pas juste les épargnes. Donc, nous, on épargne dans les cas imprévus aussi. Et puis, quand on se planifie comme ça, notre salaire divisé à 3, chaque tiers, donc troisième partie, ça va nous aider énormément. Au début, c'est sûr que c'est un peu difficile. Si on a des grandes dépenses, si on a des dettes et tout, on va faire toujours pour payer une petite partie de nos dettes et après ça, les dettes qui sont essentielles, mais les dettes qui sont avant, on prend le client et on le dirige. On est toujours à côté. Et là, la troisième partie, pour les fonds d'urgence, ça va aller après pour les fonds de l'épargne. Le client et la personne, elle voit toujours comment ça marche et il aime la troisième partie. Après, ils font même plus. Ils sont là, ils disent, mais c'est bien, je peux gérer mon argent, c'est vraiment important. Mais comme je suis une femme, puis je sais que nous, les femmes, on crée toujours des troubles, on veut toujours on est plus dépensière, on veut soit ça, on est plus émotive, on veut toujours. Oui, et surtout émotive parce qu'on veut aider, les autres aussi. Parce que là, ce qu'on voulait, c'est, oui, si je comprends bien, c'est dans la troisième partie que j'irai puiser si je veux aider dans le compte. J'épargne un peu, mais c'est dans cette troisième partie que je peux puiser pour justement pouvoir aider. Oui, Ou si est-ce que cette parce que partie, si cette partie, il y a de l'argent, mais oui, on peut planifier cette partie pour les imprévus, pour d'urgence, pour donner à quelqu'un. Exactement, C'est exactement. ça. Donc, ça va être plus simple pour diviser et les yeux d'une femme, ils vont rester, ah, mais ça, c'est la troisième partie. OK, est-ce que j'ai ça ou je veux d'autres? Je vais aller toujours me poser les mêmes trois questions. Est-ce que c'est vraiment maintenant le temps de m'acheter ça ou non?
est-ce que c'est vraiment, je l'ai planifié ou non. Voici. Exactement. Et donc, vous êtes une femme et une mère comme nous. Vous avez deux Oui, j'avais enfants. 2 enfants, j'ai une Oui, exactement. belle-fille, Et une fille et un garçon, c'est bien ça? oui, une fille et un garçon très intelligent, il a presque 15 ans, puis je l'ai Waouh, oui, il il est est rendu grand. grand. Oui, 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 et je effectivement. viens d'une communauté assez étroite. Je viens De la d'un pays, Moldavie, oui, de Moldavie, de oui, l'Europe de l'Est, et là-bas, on est exactement. comme une famille, et je suis aussi chrétienne, puis on s'aide en église, on s'aide On veut aider, toujours, on on veut est bien faire, oui, oui. on est vraiment, puis je sais qu'il faut Soudés. toujours planifier et tout, mais la troisième partie, même mon fils me dit: «Maman, on n'a pas planifié ça». J'aime bien que moi je dis à tout le monde à la maison, puis il voit: «Ah, mais oui», parce que comme une femme, je réagis toujours par les émotions, mais toujours, pas Et, toujours, mais je suis en même temps aussi c'est lié à notre intérieure. nature de femme. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, surtout quand on a des enfants à la maison, on est toujours tenté par des rabais Oui, quand on va faire des courses. Et je prends un exemple concret. En ce moment, il commence à faire beau dehors. Ça veut dire que les manteaux d'hiver, par exemple, sont en solde. Et moi, je suis intéressée. Je vois un manteau qui, normalement, coûte $400 et il tombe à $60. Je suis tentée de l'acheter parce que je me dis, si j'attends à la fin de l'année, il va revenir au prix plein. Donc, c'est et la question, c'est, est-ce que les publicités et les rabais peuvent constituer un piège pour un budget équilibré? Parce que moi, quand je vois mon manteau de 400 qui tombe à 60, je me dis que je fais une belle affaire. Ouais. Ah, je vais peut-être répondre à ça. Oui, Mhm. c'est vrai que la publicité ou les rabais peut constituer soit un piège ou encore une opportunité, dépendamment du cas où on se retrouve. Mais si on avait planifié quelque chose, on avait le budget pour ça, ou encore on avait de l'épargne pour ça, mais là, c'est une opportunité parce que ça va m'aider à réduire la dépense que j'avais planifiée. Si c'est $400, j'avais planifié Mhm. qu'avec les rabais, ça me coûte $200. Là, je viens de me créer encore un $200 d'épargne. Vous voyez? Donc Mais là, si seulement il était planifié. S'il n'était pas planifié, je passe à côté de mon manteau et je dis, désolé, je ne t'ai pas inclus dans mon budget. non, mais s'il n'était pas planifié, ben, il faut maintenant se poser la question, est-ce que c'est une dépense essentielle? Vous voyez? OK. Mhm. Une dépense essentielle. Parce qu'avec la dépense essentielle, on ne peut pas passer outre mesure. Est-ce que si je Mhm. ne le fais pas, est-ce que je vais mourir? OK. Est-ce que Vous j'en ai voyez? vraiment besoin? Est-ce que c'est vital? Mhm, exactement. Et Oui. parfois, on veut recourir aux cartes de crédit. On se dit, OK, je ne l'avais pas planifié, je vais utiliser ma carte de crédit. Et on a besoin d'avoir des conseils pour l'utilisation de nos cartes. On se dit, est-ce qu'on doit payer la carte de crédit au minimum, accumuler les intérêts de la carte de crédit, négliger les délais de paiement? Quelle est la recette miracle? Parce que parfois, on se perd dans tout ça. Et quand on se dit, OK, là, je ne l'ai peut-être pas prévu, mais j'ai une carte de crédit avec moi, je peux l'utiliser et je trouverai comment compenser. Mais quel est vous votre conseil pour pouvoir avoir une bonne cote de crédit? Comment je fais pour mieux utiliser ma carte de crédit? Regardez, un bon code de crédit, c'est important ici pour être qualifié d'avoir quelques prêts. Mhm. Puis, nous, d'où on vient, mettons, moi, de l'Europe de l'Est, on n'avait pas ça. On n'avait pas une idée: «Ah, mais pourquoi j'ai emprunté? Parce que moi, je peux le faire toute seule». Ici, c'est vraiment important d'avoir une carte de crédit et l'utiliser à chaque fois, chaque mois, et la payer complètement. Puis, pour la payer et avoir vraiment une meilleure quote, c'est pas plus que 44 de la carte crédit. Ça veut dire si on a une carte de Mhm. crédit de 10 000, pas plus que 4 500 par mois, Ok. et il faut la payer. Si on paye juste les frais minimums, ça va nous donner d'autres frais, et il faut la payer complètement. Il faut Ok. payer Idéalement, payer au-delà. au-delà de 44%, idéalement. Idéalement, pour avoir une Ok. bonne cote de crédit. Parce qu'à chaque Ok. fois qu'on veut emprunter, ils nous regardent nos historiques de paiement, de nos Ok. cartes crédit, de nos factures Mhm. de Bell ou Ouais. ici au Canada, c'est ça, c'est C'est vrai. Hydro-Québec et tout. Mhm. Mais et à chaque fois, ils nous regardent nos historiques. Et si on était en retard un jour de plus, on a des frais
puis c'est pas bon du tout, ça diminue. Donc, si vous me demandez sur les cartes crédit, il faut les payer, pas utiliser plus que 45%, pas plus. À Ouais. chaque OK. fois, juste moins de la moitié vraiment. Donc, si on a 10 000, 4 500 maximum et les Donc, payer. je ne vais pas en dessous de 4 000, je paye avant de recommencer à l'utiliser. Je m'assure Voilà, que je reste entre 4 c'est ça. 500 et Oui. pas en deçà de 4 000. Si j'ai une carte de crédit de 10 000. OK, Oui. Oui, c'est plus si concret. mettons vous Mhm. aviez des dépenses, grandes dépenses à faire, soit de meubles ou acheter, mettons, un voyage, oui, en Mhm. famille, mettons que ça vous coûte 5 000, c'est mieux de le diviser sur 2 cartes. OK, OK? Comme OK. ça, vous allez les diviser donc 3 000 d'un côté, 2 000 de l'autre côté, puis à chaque fois les payer. Ça se voit mieux pour toutes quand ils vont regarder vos historiques des paiements. C'est À vrai. chaque Je voulais juste ajouter ça, Mhm. Liliane, par rapport à ça. Bon, l'idée de l'ECA n'est pas aussi mal parce que les Mhm. banques, quand ils veulent nous faire confiance, ils se basent sur la cote de crédit. Vous voyez? Alors, la cote de crédit est quand même très important pour nous parce que ça démontre un peu comment la personne est solvable vis-à-vis des créanciers. Vous voyez? OK. Alors, à chaque fois, quand ils font leurs analyses, moi j'ai eu à évoluer dans le secteur des risques de crédit. Donc, ils regardent un peu la solvabilité à travers les ratios. Les ratios, ce sont des rapports. Ils regardent l'utilisation versus le montant approuvé ou encore la limite approuvée. Alors, la plupart des cas, on conseille les gens de s'arrêter autour des 34 à 44%, parce qu'au-delà des 44%, si vous avez ces genres de ratios, c'est difficile un peu. La banque vous voit un peu, vous êtes en train d'aller vers la ligne rouge. Vous voyez, quand vous êtes déjà à OK. 50%, c'est déjà, ou 60% ou 80%, c'est déjà une ligne rouge pour eux. Vous voyez, alors c'est pas bon. L'idée de l'ECA de pouvoir peut-être utiliser les deux cartes de crédit, idéalement, c'est ça, c'est bon. Mais le plus important, il faut faire le maximum pour que vous puissiez être à moins de 44%. OK. Donc, ne pas, si j'ai une carte de 1 000 $, je m'arrête à 450 $ ou 400 $. Je vais pas un peu plus bas dans mes dépenses. Ou C'est ça. C'est prendre une carte chiffré, ou c'est 3 cartes. pratique. Oui, et surtout nous qui venons dans des cultures où on n'a pas été habitué à utiliser C'est les ça. cartes de crédit, on les découvre, on les a découverts récemment et très facilement on peut tomber dans des excès si on n'en fait C'est pas une ça. bonne utilisation et C'est si ça. on ne réussit pas à trouver une bonne information sur comment mieux utiliser les cartes. C'est tellement important. Oui. Et Et j'allais j'ai, ajouter Mhm. encore quelque chose aussi par rapport au remboursement, parce que l'utilisation, c'est bien, c'est déjà une étape, mais aussi le remboursement, vous l'avez utilisé, il faut quand même rembourser. Faut Chaque payer. Donc, mois, la banque, quand tu dis rembourser, c'est payer c'est payé, la oui, c'est carte. ça, payer OK, ce que vous d'accord. avez consommé. Mhm. Oui. Alors, la banque va vous envoyer tout le temps des relevés. Dans le relevé, c'est signalé quelque part que vous devez payer un minimum de temps. Et quand il faut payer ce minimum-là, il faut pas juste respecter le minimum que la banque t'oblige parce que le minimum Mhm. représente que les intérêts de l'utilisation faite. Mais Voilà pourquoi vous, c'est très faible comme montant, là. Très oui, souvent, le minimum, c'est vraiment un montant faible, très peu un élevé. montant faible, très peu Mhm. élevé. Pourquoi? C'est parce que ce sont juste des intérêts de l'utilisation faite. Plus, OK. oui. Alors, vous, s'il faut quand même voir un peu votre solde diminuer, il faudrait toujours payer au-delà du minimum. Généralement, moi, je conseille à mes clients de payer le double de ce qu'on exige. OK. Oui, Ah, c'est une bonne astuce. Donc, je regarde le montant, je paye le double. Je oui, retiens deux astuces. Je regarde le montant, je paye le double. Ou alors, dans mon utilisation, je m'assure de ne pas aller en deçà de 45% du montant de la carte de crédit auquel j'ai c'est droit. ça. OK. J'ai entre mes mains une prochaine question où on nous demande, dois-je refuser de me faire plaisir? Dois-je me priver des choses que j'aime au détriment de l'épargne? On vit pour se faire plaisir aussi. Moi, je vais répondre parce que ça, c'est plus pour les femmes. Sérieux. Exactement. Parce que là, nous, on s'aime pour se faire plaisir parce qu'on est plus Mhm. émotif et c'est vraiment essentiel de se faire plaisir. Ça, c'est quelque chose, nous, on vit.
Puis à chaque fois, notre état, ça dépend aussi de nous. Si on se fait plaisir, ben, ça va être mieux. On va donner à d'autres plaisirs et tout. Et chaque plaisir, ça peut être quelque chose physique. Mettons, se prendre un café chaque jour dans un lieu. Mettons ici au Canada, Starbucks. Et c'est pas un café de $1 ou $2, ça coûte un peu plus cher. Et si à chaque fois, chaque jour, on va aller chez Starbucks, mettons 5 fois par semaine, puis ça coûte $4, mais on va dépenser Ça combien? s'accumule. Ça s'accumule, mais Exactement. oui, mais c'est un petit plaisir qu'on se fait. Donc ici, on va regarder et on va se poser les mêmes 3 questions. Est-ce que c'est maintenant, je le veux ou je peux me préparer moi-même à la maison? C'est mieux, c'est fait santé. Ça s'est fait 2 mois où c'est mon conjoint ou avec qui je vis, puis ça se sentait et en même temps, c'est économique. C'est Vraie économique, oui. femme sage, Bon, oui. même si le goût n'est pas le même, mais on te Oui, dira le goût n'est pas pareil, ça ne goûte pas pareil. mais oui, parce que nous, on sait vraiment, ah, mais je veux vraiment en été faire un voyage et ça va me coûter $5 000. Ben, c'est mieux que maintenant, je me fais en même temps se priver un peu de ce Privé, petit plaisir, exact. mais Ce qui goût-là est une particulier dépense. du café de Starbucks, C'est ça, exactement. c'est une dépense quand même de chaque semaine, mettons $20. On est 52 semaines, mais c'est combien? Il faut calculer $1 000. Exactement. Puis, Donc, c'est ce que je comprends, c'est ne pas seulement se contenter du plaisir actuel qu'on veut satisfaire, se dire que se priver pour un plaisir actuel, ça nous permet peut-être d'avoir un plaisir plus grand plus tard parce que on aura économisé, on peut se faire plaisir avec quelque chose de plus et beau, quelque chose de plus intéressant. oui, moi maintenant, je fais quelques cours comme ça psychologiques, juste voir Mhm, l'attitude des choses. Là, maintenant, je vais me préparer un café. Pour moi, c'est un plaisir et je l'aime beaucoup, ce plaisir, parce que ça, c'est mhm, pour moi et ça, c'est fait 2 mois et c'est aussi économique. Il y a mhm. bien plein des avantages par rapport à ce que je fais maintenant. Si je me programme ici que ça, c'est bien pour moi, que je fais maintenant, ça veut dire que ça va aller plus tard pour une bonne chose, pour mon voyage de $5 000. J'aime bien l'idée du défi. C'est un petit défi qu'on peut se lancer. Il y a des petits défis qu'on peut se faire aussi dans la gestion de nos finances. C'est comme tu dis, par exemple, je fais 2 mois où je n'achète pas mon café à l'extérieur. Je le fais moi-même et je regarde combien j'économise. Ou Je je regarde fais deux combien mois, je ne vais j'économise pas au et je regarde restaurant. que c'est bien pour moi. Je le C'est bien regarde, pour ma santé également. c'est un plaisir pour moi, c'est un grand plaisir parce que c'est ma santé, parce que c'est important ma santé. C'est plus important. Je ne sais pas chez Starbucks, c'est qui fait le café, c'est quel type de... Est-ce qu'ils font le nettoyage comme il faut, surtout maintenant avec la pandémie. Oui, on ne veut pas faire de publicité. On a pris Starbucks comme un exemple, juste pour être C'est plus ça, oui, précis. oui. On aurait pu parler de Tim Hortons, on aurait pu parler de McDo. Ce qu'on voulait, c'est Oui, vraiment parler un café que tu fais maison ou un café que tu achètes à l'extérieur. En ce moment, on fait beaucoup de défis. On fait des défis santé, on fait des défis en sport. Donc, on peut se faire aussi des petits défis comme ça dans la gestion de nos finances. Se oui, moi, je me décider prépare de... même à la maison Mhm, des petits pâtisseries, comme j'ai acheté même plein de livres à cuisiner à la maison. C'est un bon exactement. temps Mhm, pour regarder et mettre les valeurs comme il faut. mhm. Euh, et la gestion des finances est important ici. Puis Oui. moi, je cuisine à la maison, puis mes proches le regardent différent. Au lieu de sortir ou Mhm. acheter à livrer à la maison une pizza ou Et quelque chose. c'est une activité qu'on peut faire avec les enfants aussi. C'est une C'est ça. activité qu'on peut faire en Ouais. famille. Donc, on peut Oui, rendre ce temps beaucoup plus jouissif pour toute la famille et rendre l'activité vraiment un peu plus intéressante. Et oui. oui, ça peut paraître être demandant pour certaines personnes de faire la cuisine, mais comme on dit, regarder également les avantages on peut y avoir, on peut en tirer et pas simplement regarder ce que ça nous coûte en termes d'investissement de C'est temps juste comment qu'on doit voir mettre à le cuisiner. plaisir. C'est juste Mhm. comment regarder le mot plaisir. OK. Ouais. C'est un Ouais. plaisir, oui, pour moi maintenant parce que c'est santé,
parce que c'est Mhm. économique. Donc, on regarde les avantages qui viennent après. Et ils sont une liste et elle est vraiment longue, cette liste. C'est Ça, Ça juste prend Liliane. un à changement. regarder. Oui, Monsieur L'attitude. Jean-Désiré Kassonga, vous aviez quelque Oui, chose à dire, oui, oui. moi je m'étais lancé ce défi-là parce que Uh-huh. c'est vrai que c'est ça, ça concerne, c'est pas vraiment relié aux femmes, mais ça Mhm. concerne les hommes, mais parce qu'on parle un peu de ces petits plaisirs qu'on peut aussi parfois mettre de côté et puis voir un peu quel avantage on tire si on peut les projeter dans le futur. Vous voyez, Mhm. moi, vous voyez, aujourd'hui, je suis coiffé, c'est parce que je devais me présenter devant vous. Vous êtes des stars, souvent, on vous regarde, mais il m'est arrivé des fois tout le temps de dépenser, aller chez le barbier 20 $ comme ça par semaine et on avait tout le temps des discussions avec ma femme. Pourquoi je vais chez le barbier alors que j'ai pas assez de cheveux? Alors moi, c'était un plaisir pour moi. Mais merci le confinement. Quand le confinement est arrivé, je me suis senti obligé de rester à la maison et de me faire coiffer par ma femme. Vous voyez, c'était un plaisir pour elle de coiffer son homme, mais ça m'a sauvé 20 $ que j'ai payé chaque semaine. Pour Exactement. 4 semaines, ça me fait à peu près 80 $. Mhm. Rendu une année, c'est comme à peu près j'ai sauvé 960 ou 1000 $ au maximum en soi que j'ai dépensé chez le barbier. Vous voyez que Et c'est un plaisir. comme Oui, bonus, un moment de qualité, un moment amoureux avec votre épouse. voilà, Donc, voilà. ça fait un bon bonus, Oui, c'est non ça. Tu sais, négligeable. moi aussi, je fais ça pour mon mari. C'est la même chose. Et Je c'est un pense que plaisir. ça me donne des idées, là. Ça me donne des idées. Ça nous donne des idées. Ça donne aussi des idées aux sœurs qui nous suivent. Ben, peut-être que c'est le temps de regarder la tête de monsieur et de dire, je devrais peut-être commencer à développer des talents de coiffeur et ça nous permettra de passer un peu plus de temps également ensemble à discuter et c'est des bons moments qu'on passe aussi en couple. C'est très bon, c'est très précieux tous ces conseils que vous nous donnez et on va revenir à un aspect beaucoup plus économique et financier. Là, on nous parle des placements. On nous demande à quel niveau de revenu je peux faire des placements. Est-ce que je dois nécessairement avoir un très gros salaire? Ça serait combien à peu près pour commencer à envisager de faire des placements? En fait, je Écoutez, vais répondre peut-être, hein, si tu veux, Olésia. je vais commencer. Je vais commencer à répondre parce que les placements, regardez, c'est à n'importe quel moment, Liliane, on peut faire commencer à épargner. Dès qu'on a quelque chose déjà de plus, la formule magique, vous vous rappelez, ça veut dire Mhm. nos salaires, nos dépenses, puis à part après, il y a un montant épargne qui est. Donc là, il faut penser, qu'est-ce que je fais avec l'argent qui s'accumule? C'est sûr il faut le placer, on conseille de le placer parce que l'argent, s'il reste dans notre compte bancaire, ça veut dire qu'il y a l'inflation et après un an, le même argent, c'est plus la même valeur, il n'y a plus la même. Mhm. Donc, il y a une inflation qui vient avec. C'est sûr qu'il faut le mettre, l'investir pour avoir un peu plus. Et là, avec les clients, on regarde pour les courtes, moyennes et long terme. Puis, quelqu'un qui a 20 000 son salaire annuel ou 50 000 salaire annuel ou 100 000 son salaire annuel, il fait les mêmes dépenses. Donc, si quelqu'un de 20 000, il se prépare tout seul un café ou il va chez McDonald's, l'autre de 50 000, il va chez, je ne sais pas, importance, puis l'autre de 100 000, il va chez Starbucks. Je donne un exemple comme ça. Mais ils font les mêmes activités, c'est juste qu'ils dépensent plus. C'est juste Mhm. qu'ils payent un peu plus. Et là, l'autre qui a 100 000 le revenu, il peut arriver de ne pas avoir à la fin de l'épargne. Tandis que Mhm. l'autre de 20 000 qui a un bon médecin, nous, on se nomme aussi des médecins parce qu'on donne une bonne formule, des médicaments, des pastilles magiques Exactement. Pour la pour santé financière, avoir la exactement. santé financière. Puis Mhm. l'autre de 20 000, il pourra avoir une bonne gestion des finances, et Mhm. des bonnes idées. Puis par après, il va arriver d'avoir un peu plus et même avoir un actif, bon, actif les avoirs à lui. Qu'est-ce que toi, Mhm. tu veux dire, Donc, Jean? ce que j'épargne, idéalement, c'est bien de le placer
j'aime beaucoup le point quand tu dis que si je garde 100 dollars aujourd'hui, je me dis surtout si vous êtes de nature à ne pas prendre trop de risques, on se dit, OK, je préfère avoir mes 100 dollars dans mon compte que d'aller le placer et peut-être de faire un placement à perte. Mais ce qu'on réalise pas, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 100 dollars dans mon compte épargne, on est en 2021. Mais si je garde mes 100 dollars en 2023, en 2025, ça ne vaudra plus nécessairement 100 dollars parce que il y aura, par l'effet de l'inflation, ça aura perdu de sa valeur. Donc, idéalement, je devrais le placer, même si ça constitue un risque pour moi. Oui, juste si vous pouvez les permettre. En fait, ce qu'on a voulu dire par là, c'est que l'argent qui reste dans nos comptes sans pour autant aller chercher un profit qui bat ou bien qui est au-dessus du taux d'inflation, cet argent est en train de subir l'effet d'inflation. Et cet argent doit être considéré comme étant une thésaurisation. La thésaurisation, c'est l'effet de laisser son argent. On ne perd rien en termes numériques. Si j'avais 1000 dollars, je vais toujours garder les 1000 dollars. Mais le pouvoir d'achat de ces 1000 dollars a diminué. Exactement. A diminué. Exactement, le Parce pouvoir que, d'achat. c'est ça. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'on évite, c'est la thésaurisation. Laisser l'argent dormir comme ça sans rien produire. Parce que ça va pas nous aider. Si je vais acheter, c'est pas moi, un salon ou bien des fauteuils qui coûteraient 1000 dollars aujourd'hui, je me dis, ben, je renonce à acheter mes 1000 dollars dans le compte bancaire. Je vais l'acheter l'année prochaine. Mais c'est sûr que les salons n'aura plus le même montant que j'ai aujourd'hui. Ça va peut-être augmenter de prix. Ça sera 1200. Mais alors que dans mon compte bancaire, j'ai toujours mes 1000 dollars. Toujours la valeur de 1000 dollars. Oui, c'est vrai. En termes numériques, j'ai toujours mes 1000 dollars. Mais en termes de pouvoir d'achat, je ne peux plus me procurer ces salons-là. Vous voyez? Alors, c'est comme ça qu'il faut toujours aller vers les placements parce que les placements vous aident à pouvoir enregistrer des profits qui sont plus intéressants, importants et qui vont vous aider à garder toujours le même pouvoir d'achat dans le temps et même faire des profits parce qu'il y a de ces placements qui vont aller jusqu'à 4%, 10% ou 8%, 6%, dépendamment de votre profil financier. Mais on sait tous que le taux d'inflation nage autour de 2 à 5% ici au Canada chaque année. Vous voyez? Donc, dès aussi longtemps qu'on ne fait pas du profit, je perds techniquement. Même si je ne vois pas ça comme ça, mais je perds en termes de pouvoir d'achat. C'est pourquoi il faut s'orienter vers le placement. Il perd de son pouvoir d'achat. Et puisqu'on parle d'épargne et de placement, restons dans ce sujet. On nous a posé une question sur le compte épargne-études pour enfants. À quel moment commencer et comment s'y prendre? Si vous avez peut-être quelques conseils très rapidement, parce que ce sera notre dernière question, avant de pouvoir, parce que j'aimerais bien que Monsieur Jean Désiré puisse nous faire la différence entre un compte épargne normal et un compte CELI, parce que j'ai compris que généralement vous conseillez d'avoir un compte CELI où on est moins tenté d'aller puiser. Ça, personnellement, ça m'intéresse. J'imagine que nos frères et sœurs qui nous suivent aussi pourraient être intéressés. Mais allons-y d'abord avec le compte épargne, études et enfants. Quelles sont les astuces, les conseils que vous pouvez donner à nos frères? Comment faire pour s'y prendre? Quand commencer à épargner pour nos enfants? Parce qu'on veut tous pouvoir assurer un avenir meilleur à nos enfants. Oui. Olesya, tu veux que je commence? Moi, je pense que tu es très bien placé, Jean. Jean, il est un bébé. Donc, vraiment, c'est pour lui. C'est la question fraîche maintenant. Oui. Vous savez ça, Liliane, c'est vrai que quand vous avez votre bébé qui arrive, le gouvernement ou l'Agence des revenus Canada vous envoie directement le numéro d'assurance sociale. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on vous envoie ce numéro d'assurance sociale? C'est justement pour aller ouvrir un compte qu'on appelle régime enregistré d'épargne études. Alors, dès aussi longtemps que l'enfant est né ici au Canada, on vous attribue ce numéro d'assurance sociale pour que l'enfant commence déjà à la naissance déjà à percevoir des subventions gouvernementales. Vous voyez? Donc, plus vous l'ouvrez en retard, c'est vous qui perdez parce que vous avez raté quand même quelques années ou quelques mois avant de pouvoir commencer à recevoir les subventions gouvernementales.
Donc, idéalement, dès que vous avez votre numéro d'assurance sociale de l'enfant, appelez un agent ou renseignez-vous sur les différentes compagnies ou entreprises qui offrent les meilleurs régimes d'épargne études. Par exemple, nous, ça me ferait un grand plaisir de venir vers nous. Donc idéalement, c'est de le commencer au plus tôt. Oui. Au plus tôt. Mais de ce que j'ai compris que quand on le commence un peu plus tard, on a quand même la possibilité d'aller récupérer ces subventions qu'on a manquées par le fait d'une inscription tardive. Ils ont mis en place un système où on peut quand même récupérer les années perdues, appelons-les comme ça. Oui, oui, c'est vrai que vous pouvez récupérer, mais c'est quand même des efforts supplémentaires que vous devez engager. Vous voyez? Et ça va jouer aussi avec votre budget. Et c'est une limite, Jean. Il y a toujours une limite, pas plus que 5 000 ici au Canada. Donc, oui, tu peux vous pouvez récupérer. récupérer. Oui, c'est et ça. Maximum, tu peux l'ouvrir à 15 ans quand l'enfant il a maximum 15 ans, pas plus tard, parce que ce fonds, c'est jusqu'à 17 ans. OK, oui. Donc il y a une limite. C'est de s'y prendre vraiment beaucoup plus tôt. À partir de 15 ans, on ne peut plus ouvrir le compte enregistré. Actuellement, c'est déjà à partir de 14 ans d'ailleurs. OK. OK, mais Monsieur Jean-Désiré, juste la différence entre le compte épargne normal, on va dire, et puis le compte CELI. Ouais, c'est vrai qu'il existe une différence énorme entre les comptes d'épargne normal et un compte CELI, parce que le compte d'épargne normal, c'est un compte que vous pouvez toucher à tout moment. C'est comme un compte, un deuxième compte, mais qui n'est pas un compte d'opération, parce que les comptes d'opération, c'est beaucoup plus les comptes chèques. Mais le compte épargne, c'est un compte qui vous aide à loger un peu d'argent pour les différents projets futurs. La même chose aussi avec les comptes d'épargne, mais à la différence, c'est que les comptes d'épargne, c'est un compte enregistré qui vous donne une limite de cotisation annuelle. On parle par exemple, cette année, c'est 6 000 $. Alors, à travers ces comptes, tous les investissements faits dans ces comptes-là, si jamais ça produit des profits, les profits-là ne sont pas imposés. C'est pourquoi on appelle ça compte d'épargne libre d'impôt. Vous voyez? Tout est libre d'impôt. Dans ces pays, on n'aime pas payer les impôts. Vous voyez? Alors, si vous gagnez plus de profits dans les comptes d'épargne normale, c'est sûr que vous allez payer une portion en impôt. Et puis, ça vous aide, en ouvrant le compte d'épargne, vous avez la possibilité de faire des placements dépendamment de ce que vous allez avoir comme conversation avec votre conseiller. Vous pourrez faire des placements dedans et puis gagner plus que ce que vous pouvez gagner dans des comptes d'épargne normaux. Parce que la grande différence aussi, on voit ça aussi à travers les intérêts qu'on voit sur nos comptes d'épargne normal à la banque. Ouais. Est-ce que dans mon CELI, je peux aller puiser à tout moment ou bien l'accès est limité comparé à un compte épargne normal? OK. Les deux comptes, l'accès est normal, mais seulement que dans les comptes d'épargne, vous pouvez les transférer directement dans votre compte dans mon compte courant. chèque. Okay. Oui, compte courant. Mais les CELI aussi, vous pouvez les sortir à tout moment, mais on vous demande quand même un minimum de 48 heures, par exemple, chez nous, pour les sortir. Vous pouvez les sortir. C'est parmi les seuls comptes enregistrés que vous pouvez sortir à tout moment. Donc, ça prend un délai. Oui, ça prend quand même un délai de 48 heures. Et ce délai peut être dissuasif aussi parce que ça peut m'aider à réfléchir en me disant, mais est-ce que vraiment c'était une bonne idée ou pas? Là, on l'a fait Oui, allez-y, je pense que vous avez... Oui, j'ai un ajustement ici, Liliane, parce que vous avez demandé par rapport à CELI, régime d'études. C'est sûr qu'il faut regarder CELI, c'est plus pour un objectif court terme, moyen terme. Ça dépend pourquoi vous l'aviez ouvert. Tandis que le régime d'études, c'est un objectif pour un moyen et long terme. Long terme. Et c'est pour les études de vos enfants. Les enfants. Donc, c'est vraiment, n'oubliez pas les 4 clés qu'on vient de vous parler. Donc, ça, c'est vraiment à quel est mon objectif? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Mon désir. Si c'est un régime d'études, c'est sûr que ça, c'est pour plus tard, quand mes enfants vont avoir 17 ans. Dans ce compte aussi, on peut piger, mais si on prend notre argent qu'on l'a mis, le gouvernement va le prendre lui aussi.
Donc, ça vaut pas la peine. C'est un régime que nous, on va avoir le profit pour un peu plus tard, moyen et court terme, long terme. Et n'oubliez pas, pour les deux choses, c'est toujours qu'il y a une garantie. Vous aviez demandé par rapport $100 et si c'est mieux de le placer et si je risque ou non. Nous aussi, à l'Industrielle Alliance, on a des garanties. Garantie de 75%, 100% de vos placements. Ici, on va rentrer plus tard si vous voulez. Exactement, parce que justement, pour les prochaines émissions, on va aborder des sujets un peu plus complexes. Là, je regarde le temps passer. Je sais qu'on a encore beaucoup à se dire. Vous avez encore beaucoup à nous transmettre. Ce n'est qu'une partie remise. On va poursuivre lors de nos prochaines rencontres. Donc, c'est important de se questionner. C'est important de chaque fois se remettre en question, se demander si j'en ai vraiment besoin pour éviter de faire des achats compulsifs. Merci beaucoup d'être venu nous visiter. C'était un plaisir et un privilège de vous avoir avec nous. Vous avez décidé de mettre vos talents, vos compétences, vos dons au service du royaume pour faire avancer le royaume, pour édifier les frères et les sœurs dans la foi, et que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre implication. On voit à quel point vous avez à cœur de pouvoir créer un réveil de conscience, un changement carrément de mentalité, parce que tout passe ça commence d'abord par notre mentalité, pouvoir avoir une mentalité de femme économe, une mentalité de femme raisonnable. Et merci pour ce ministère que vous avez. Ce n'est qu'à nous revoir. Donc, on va pouvoir sûrement vous avoir encore sur le plateau de nos émissions pour aborder des questions, comme nous l'avons dit, des questions un peu plus complexes pour la bonne gestion de nos finances. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire avant de vous dire au revoir. Oui, vous avez vraiment tout dit et par rapport à ce que les derniers mots, mais on veut juste que ça soit réciproque pour cette émission, pour tout le monde et surtout pour les femmes, mes chères femmes. Regardez, vous êtes vraiment sages, vous pourrez faire et bâtir ce que vous voulez. Vous avez toujours des désirs, des plans, des objectifs et vous allez les atteindre. Si vous avez un bon médecin, une femme, un homme, peu importe, il va vous guérir, il va traiter et même il va vous aider à améliorer votre vie, votre santé financière. Et je vous remercie beaucoup, Madame Liliane, et la Citadelle aussi, pour cette invitation. Ça a été un grand plaisir, beaucoup d'émotions. J'espère que ça a été bien pour vous et vous aviez bien compris. Et pour la sœur Francine. Mais on va essayer de faire même plus si jamais on va vous donner nos coordonnées. Appelez-nous, ça nous fera un grand plaisir de participer encore une fois. C'était un plaisir partagé, vraiment un plaisir partagé. Merci à vous deux et à très bientôt. Voilà, c'est là déjà la fin de nos entretiens avec nos experts et nous revenons sur ce plateau. Nous sommes en train d'atterrir tranquillement. Nous allons vers la fin. C'est formidable de voir que la plupart de ces lois économiques, de ces principes économiques que nous avons échangés ici sur ce plateau sont très alignés sur les principes et les lois spirituelle, parce que nous savons que Dieu attend de nous que nous puissions également utiliser les ressources qu'il nous a données, non pas seulement pour nous faire plaisir, mais aussi pour prendre soin des nôtres. Il le dit dans sa parole, la Bible nous dit dans 1 Timothée 5:8, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné sa foi, il est pire qu'un infidèle. Donc le Seigneur attend de nous que nous puissions faire une gestion responsable des provisions qu'il met dans nos mains, pour pouvoir également nous occuper des membres de nos familles, assurer un avenir à nos enfants. C'est vrai que certaines personnes vont se dire, cette provision, moi, mes revenus sont très faibles. Aujourd'hui, vous me parlez de placement, vous me parlez de CELI, vous me parlez de compte études d'épargne pour les enfants, mais moi, je n'en ai pas assez pour nouer les deux bouts de moi. C'est vrai, ça peut être notre réalité, mais rappelons-nous de l'histoire de la multiplication des pains et des poissons. La Bible nous dit que Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons
Il nous dit dans Jean 6, 11, il nous est dit que Jésus prit alors les pains, il remercia Dieu, donc il pria et il fit distribuer ces 5 pains et 2 poissons, mais qui ont réussi à nourrir plus de 5000 personnes. C'est la Bible qui nous le dit, ce n'est pas moi qui le dis, et nous croyons que notre Dieu est un Dieu de multiplication. Ces revenus, ces faibles ressources que nous avons, quand nous les avons dans nos mains, eh ben, nous faisons comme Jésus qui est notre modèle. Nous prions, nous bénissons ces ressources et nous commençons à faire la répartition. Nous commençons à faire les différentes affectations et nous serons surpris de constater que avec ce que nous avions considéré comme étant peu, nous serons capables de faire beaucoup plus parce que notre Dieu est le Dieu de multiplication et c'est lui que nous appelons aujourd'hui dans vos maisons, c'est lui que nous appelons aujourd'hui pour venir restaurer vos finances. C'est vrai que nous ne sommes pas naïfs, nous savons que dans ce contexte de pandémie, l'économie roule au ralenti, les opportunités sont peut-être réduites, mais la sévérité, moi j'aime souvent dire la sévérité de la pandémie n'affecte en rien la vérité de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle demeure valide, même en temps de pandémie. La Bible me dit, frappez et l'on vous ouvrira. Ça veut dire que le Seigneur attend de moi que je fasse ma part. Je me lève, j'ai peut-être perdu mon emploi, oui, mais je me lève, je continue à chercher, je vais frapper à une porte. Le Seigneur fera sa part. Il va toucher le cœur de la personne qui se trouve de l'autre côté de la porte et la personne, non seulement qu'elle m'ouvrira la porte, mais elle répondra favorablement à ma demande parce que notre Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Comme nous avons l'habitude de le dire, sa parole ne revient jamais à lui sans avoir produit l'effet pour lequel elle a été relâchée. Mais permettez-moi de finir par une petite anecdote. Ça ne vient pas de moi, je l'ai entendu dans une prédication, j'ai trouvé ça très drôle, mais aussi le contexte s'y prête bien. Donc, on nous parle d'une femme qui avait, et comme nous, la difficulté à pouvoir résister. Elle, sa faiblesse, c'était de s'acheter des belles robes, sûrement, j'imagine, à rabais. Et son mari lui a dit, chérie, tu sais, tu devrais lutter en utilisant la parole de Dieu, résister en prononçant la parole de Dieu. À chaque fois que tu es tenté, dis la parole de Dieu et ça va t'aider à tenir ferme. Et là, elle sort un jour, elle revient encore avec une belle robe et son mari lui demande, mais est-ce que tu as déclaré la parole de Dieu? Elle dit, oui chérie, je l'ai fait. J'ai dit, arrière de moi Satan. Et quand le diable est passé derrière moi, il m'a dit, tu sais, la robe, elle est belle de dos, elle est plus belle de dos que de devant. Donc finalement, j'ai cédé. Ça m'a bien fait rire. J'imagine que ça vous fait rire aussi chez vous. Mais ça vient nous dire que ce n'est pas pour rien que la Bible appelle le diable, il est malin, il est rusé, parce qu'il change de stratégie. Il change de stratégie. Et quand on essaye de nous-mêmes, on arrive parfois à nous retrouver dans le même point de départ. On tombe. C'est vraiment de demander au Seigneur de venir en aide à notre incapacité. Tous les matins, je me réveille, je dis, Seigneur, je suis faible. Viens en aide à ma faiblesse. Viens en aide à mon incapacité. Viens en aide à mon addiction. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de force, quand il agit en nous, il nous fortifie, il nous rend plus forts. Et quand on est devant la tentation, il nous aide à tenir ferme dans les moments d'adversité, dans les moments de tentation. Nous appelons justement l'esprit de force, que le Saint-Esprit puisse nous rendre encore plus résistants pour que nous puissions bien faire une bonne gestion de nos finances. Nous espérons que tous les conseils que nous avons échangés ce soir sont tombés sur une terre fertile. Nous appelons le Dieu qui donne le vouloir et le faire, que lui seul puisse nous donner, augmenter en nous ce savoir-faire dans la gestion de nos finances pour que nous soyons à mesure de faire une gestion responsable et une gestion optimale. Et notre prière, pour finir, c'est que notre Dieu, qui est infiniment puissant, puisse transformer ce désert parfois qu'on traverse dans la gestion de nos finances. Il a la capacité de transformer ce désert en verger et même mieux, il a la capacité de transformer ce verger en une belle et grande forêt. Bien-aimés, soyez bénis. Nous prenons encore rendez-vous pour une prochaine fois. Nous allons revenir avec encore une fois des informations qui vont nous aider, contribuer à notre bien-être. Alors, Sœur Francine, je te repasse la parole pour que tu puisses clôturer avec nous, tu puisses clôturer pour nous ce moment de rencontre. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tantine Liliane. Je ne peux conclure cette réunion sans pour autant remercier encore nos intervenants de ce soir.
Donc, je vais parler de Monsieur Kassonga et Madame Nistor. En tout cas, merci pour le temps. Merci pour votre disponibilité au nom du comité de femmes, au nom de toutes les femmes de la citadelle. Nous vous disons merci, un grand merci, parce que vous avez donné de votre temps et surtout votre savoir que vous avez bien voulu partager avec nous, femmes de la citadelle, ce soir. Que le Seigneur vous récompense. Alors, la gestion financière, femme de la citadelle. La gestion financière, c'est un sujet très important dans notre vie quotidienne. Qu'on soit économe, qu'on soit raisonnable, femme raisonnable, qu'on soit femme dépensière, nous devons continuellement avoir de prévisions, faire de prévisions budgétaires pour pouvoir hiérarchiser ou, si vous voulez, structurer nos dépenses selon nos priorités. J'ai aimé ce que tantine Liliane a souligné comme point. Elle disait la plupart de tout le principe que nos intervenants nous ont donné ce soir, la plupart de ces principes-là se trouvent dans la Bible. Nous voyons combien encore la Bible est riche. Alors, moi, j'ai retenu quelque chose, donc je vais aller soulever juste un principe de faire la prévision. La Bible nous montre combien et comment c'est important de faire des prévisions, de planifier et de faire des prévisions. Donc, je vais encore relire ces versets de l'Évangile Luc au chapitre 14, au verset 28. Je vais encore relire ce verset. Le verset dit ceci, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » C'est très important. La Bible nous parle ici de faire de planification et de prévision. De faire de planification et de prévision. Voyons combien et comment la Bible est riche. Bien-aimés dans les Seigneurs, alors nous sommes chrétiennes. Oui, la question est posée pendant que on était, tantine Liliane parlait un peu avec nos intervenants de ce soir. Moi, j'ai reçu une question via mon cellulaire, une dame qui s'est posé la question de savoir est-ce que si on a un salaire de base, est-ce qu'on est capable de faire, de mettre de côté pour le Seigneur? Est-ce que dans nos prévisions, oui, on peut mettre de côté pour le Seigneur? Oui, je vous dis oui. Si on est capable de faire des prévisions pour notre famille, si on est capable de planifier des choses pour notre famille, se faire plaisir, pourquoi pas pour notre Dieu? C'est Dieu qui nous donne la santé, c'est Dieu qui nous donne même l'opportunité d'aller travailler, la force d'aller travailler. C'est Dieu qui nous donne l'opportunité d'avoir ce travail. Alors, oui, nous faisons des provisions, oui, nous faisons des prévisions aussi, nous faisons de planification et nous mettons aussi des côtés pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. En tout cas, nous avons été bénis ce soir, que le Seigneur soit vraiment glorifié. C'est toujours un plaisir. Quand le Seigneur nous convoque, c'est parce qu'il nous veut du bien. C'est parce qu'il veut nous faire du bien. Donc voilà, et combien le Seigneur nous a fait encore du bien ce soir en nous parlant de la bonne gestion de nos finances ce soir. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre quelques annonces. Aujourd'hui, on n'en a pas plusieurs, on a juste une annonce. C'est juste Femmes de la Citadelle vous annoncer que nous aurons notre réunion mensuelle du mois de mai, donc le mois prochain, et nous savons tout ce que le mois de mai, c'est le mois où on fête la mère. Alors nous aussi, femmes de la citadelle, nous allons fêter nos mères. Nous allons fêter nos mères biologiques. Nous allons fêter nos mères spirituelles. Nous allons fêter nos mères adoptives. Donc nous allons fêter toutes ces femmes-là, parce qu'elles sont importantes dans notre vie. Alors, je n'ai pas la date encore. La date va vous être communiquée dans le jour qui vient. Mais aujourd'hui, je vais déjà vous donner le thème pour vous mettre un peu dans l'ambiance de ce qui va venir. Donc, le thème de cette réunion sera « La mère, un don de Dieu ». La mère, un don de Dieu. Donc, vous pouvez déjà noter ça dans vos agendas et comme je vous disais, la date va vous être communiquée dans les jours qui viennent. Alors, nous allons prendre le temps de prier et nous allons conclure cette réunion.
Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour cette réunion. Merci, Éternel Dieu, pour nos intervenants de ce soir. Éternel, tu nous prouves encore ce soir, Seigneur, combien tu veux prendre soin de nous. Tu prends soin de nos finances. Éternel, nous te disons merci pour ton amour infini. Yahweh, Seigneur, ce soir, je vais prier pour une femme qui se pose de questions. Seigneur, pour ses finances qui ne sont pas stables. Éternel, tu es capable de stabiliser les finances. Seigneur, stabilise les finances d'une femme ce soir. Éternel Dieu de gloire, je te prie pour toutes ces femmes qui se posent de questions pour leur emploi, ô Éternel. Seigneur, nous te demandons de donner des emplois stables aux femmes de la citadelle. Nous voulons entendre des témoignages que, Seigneur Dieu, les femmes de la citadelle ont des emplois stables, des emplois qui leur permettent d'épargner, de faire des prévisions pour la gloire de ton nom. Seigneur Dieu des armées, reçois toute la gloire parce que ce soir, Yahweh, ta présence était là. Merci parce que tu nous as fait du bien. Merci Seigneur parce que nous savons que Père éternel, Dieu, prochainement, quand tu vas encore nous convoquer, Seigneur, ça va être pour rajouter encore un plus dans nos vies. Reçois toute la gloire, c'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors, soyez bénis abondamment, nous vous aimons et nous vous disons à la prochaine. Bonne soirée.